LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. Vous avez vu le spectacle? Une essence de plus en plus chère, polluante et en voie de disparition puisque les gisements de pétrole sont en train de s'épuiser. Alors existe-t-il des énergies renouvelables pour nos voitures? Eh bien, pour répondre à cette question, votre magazine vous entraîne au mondial de l'automobile. Il aura fallu attendre la 81e édition pour voir apparaître un pavillon entièrement dédié aux énergies nouvelles. Mais c'est fait. Existe-t-il une voiture idéale? C'est la question posée par notre chroniqueur Gérard Felder. La voiture électrique, c'est la tendance de ce salon. Tous les grands constructeurs ont développé un modèle et tous les moyens sont bons pour en assurer la promotion. Les gaz de schiste, c'est la polémique. Pour l'indépendance énergétique ou contre le désastre écologique, les députés prennent la parole. Enfin, les biocarburants, première, deuxième, troisième génération, la France est en pointe dans ce secteur. Quels sont précisément leurs avantages ou leurs inconvénients? La réponse, c'est tout de suite. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des betteraves. Et ça tombe bien, parce qu'avec des betteraves, justement, on peut faire rouler des voitures. Nous sommes à Bazancourt, près de Reims. Dans cette usine, les betteraves deviennent du biocarburant. Donc là, vous avez les betteraves qui tombent du camion. Il y a à peu près dans cette usine un camion toutes les 2 minutes, 24 heures sur 24, pendant 3 mois. Avant de finir dans votre réservoir, les betteraves sont d'abord nettoyées dans cette énorme machine à laver, puis hachées en copeaux et mélangées à de l'eau chaude afin d'en extraire le précieux sucre. C'est ce sucre qui devient, après distillation, l'éthanol que vous retrouvez à la pompe. Dans l'essence E10, on compte en effet 10% d'éthanol issu en France de la culture de betterave ou de blé. Il y a aussi des plantes dans le diesel. Dans chaque litre de gazole, il y a 7% d'huile végétale tirée par exemple de graines de colza ou de tournesol. Ainsi, sans même le savoir, la plupart d'entre nous roulent au biocarburant. Si certains pays comme la France ont décidé de miser sur les biocarburants, c'est pour leur qualité environnementale, qualité mise en avant par les industriels. Bien, l'intérêt des biocarburants, c'est essentiellement de réduire les émissions de CO2. L'idée, c'est que grâce à la photosynthèse, les plantes utilisées pour les biocarburants stockent le CO2 de l'atmosphère. Elles réduisent ainsi les rejets de gaz carbonique dus aux voitures. On obtiendrait donc une énergie plus propre et qui a l'avantage de se renouveler chaque année. Le problème, c'est que les biocarburants nécessitent des terres cultivables et cela peut parfois avoir des conséquences très négatives sur l'environnement. Cet économiste a analysé toutes les études existantes sur l'impact des biocarburants et le résultat de son enquête n'est pas tendre. Dans un cas étudié sur 2, pour produire des biocarburants, on génère plus de CO2 que pour des énergies fossiles. Pour produire, vous avez besoin de terre. Donc pour produire, soit vous faites sur des terres disponibles, mais dans ce cas-là, il y a un problème de concurrence avec l'alimentation, humaine ou animale. Soit vous étendez vos surfaces en allant chercher vers de nouvelles terres. Et donc si vous allez chercher vers de nouvelles terres, par exemple vers des forêts, vous libérez les stocks de carbone qui sont contenus dans le bois, mais aussi dans le sol, et ça peut être des stocks de carbone très importants, sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Brésil, Indonésie, des pans entiers de forêts primaires sont rasés, arbres coupés et brûlés, labourage des terres. Tout cela dégage du CO2 en masse. Ici, à Sumatra, la forêt est remplacée par des millions de palmiers à huile qui répondent à la demande croissante en huile végétale, due en bonne partie aux biocarburants.
Alors pour éviter ce type de problème, les industriels préparent des biocarburants d'un nouveau type, dit de deuxième génération. Plus de blé ni de betterave, mais du miscanthus, du bois de jeune peuplier ou encore du switchgrass. La deuxième génération va consister à aller chercher des plantes et à les valoriser dans leur totalité, donc les tiges, mais aussi les feuilles, tout ce que l'on peut valoriser. Et le gros intérêt de ce type de plante, c'est que ça ne se plante pas sur des territoires en compétition avec des cultures alimentaires. Ces végétaux ne se mangent pas et poussent sans engrais sur des terres pauvres ou inondables, des terres qui n'intéressent pas l'agriculture. Le problème, c'est qu'extraire de l'éthanol d'une betterave ou d'un bout de bois, ce n'est pas vraiment la même chose. On est sur des tiges, sur des feuilles, quelque chose de très dur. Vous voyez ici, on a du peuplier. Donc on est sur quelque chose qui est plus technique, plus compliqué et qui va prendre plus de temps et plus d'énergie que sa première génération. Autrement dit, cela coûte encore un peu trop cher. Et tandis que les chercheurs se donnent quelques années pour régler ces derniers problèmes, une troisième génération de biocarburants est déjà en gestation, plus hypothétique, mais encore plus prometteuse. Nous sommes au bord de la Méditerranée, dans les salines de Gruissan. Le biocarburant du futur se cache ici, dans ces eaux. Vous avez dans ces bassins des organismes vivants, donc des algues, microscopiques, de 5 à 10 microns, qui se développent. Ce sont ces algues légèrement rosées qui donnent sa coloration à l'eau. Dans ce laboratoire, les algues, une fois nourries, deviennent vertes. Il y en a beaucoup là maintenant? Là, vous en avez quelques millions par millilitre. Tout comme le colza, ces algues produisent des lipides qui permettent de faire du biodiesel, mais avec un rendement jamais vu. On peut imaginer par hectare produire 10 à 30 fois plus de biocarburants que des plantes terrestres. Plus besoin de terre, mais seulement d'eau. Non potable, de l'eau salée ou même usée suffit. Un jour, les bassins de culture comme celui-ci se compteront peut-être par centaines, et la Camargue sera peut-être notre Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, le carburant à base d'algues coûte entre 3 et 10 € le litre. Il faudra encore attendre une vingtaine d'années pour que votre plein soit en partie un produit de la mer. Merci. J'ai toujours rêvé de faire ça. Tous les modèles exposés au Mondial de l'automobile rouleront-ils un jour grâce à un carburant composé d'algues? Peut-être, mais pas tous. La production donc ne sera jamais suffisante. Il existe une autre solution, peut-être sous nos pieds. L'Agence internationale de l'énergie estime que France et Pologne sont les deux pays européens les plus riches en gaz de schiste. Un hydrocarbure non conventionnel. Seulement là, attention, polémique. D'un côté, la promesse d'une indépendance énergétique, de l'autre, le risque d'un désastre écologique. Pour ou contre, la parole est aux députés. Le gaz de schiste, c'est du gaz qui est emprisonné dans une roche perméable, à la différence du gaz naturel, j'allais dire traditionnel, qui est sous forme de poche sous la roche. Et donc pour récupérer le gaz de schiste, il faut fracturer la roche pour pouvoir le récupérer. Et donc les modes de fracturation, en général, c'est une fracturation hydraulique. Aujourd'hui, personne ne sait faire de la fracturation hydraulique sans pollution. Moi, je suis persuadé qu'avec une réglementation adéquate, avec des grandes sociétés très professionnelles qui feraient ça dans les règles de l'art, comme on dit, eh bien, il n'y aurait aucun risque pour l'environnement. Peut-être qu'un jour on saura faire, mais à des coûts qui seront tellement importants que tous ceux qui nous racontent qu'on peut avoir des réserves faramineuses de gaz à pas cher grâce au gaz de schiste, eh bien, de toute façon seront démentis parce que les technologies seront très coûteuses. Si la France pouvait exploiter ces gaz de schiste, eh bien, ça diminuerait de manière considérable les importations de gaz dans notre pays. Les pistes d'avenir ne sont pas d'épuiser l'ensemble des ressources de la planète. Les générations futures nous jugeront extrêmement gravement comme étant les générations égoïstes, les générations qui auront épuisé toutes les ressources de pétrole, ça c'est quasiment sûr, probablement une bonne partie des ressources de gaz, probablement des ressources dans beaucoup de domaines. Moi je crois qu'on est face à un phénomène de terrorisme intellectuel de la part d'un certain nombre d'écologistes qui ne veulent pas en entendre parler, plus par idéologie
que par pragmatisme. Nous, ce que nous voulons, c'est de l'efficacité, pas de la réduction de la qualité de vie. C'est faire en sorte d'avoir les mêmes services de mobilité, mais en consommant moins, parce qu'on aura construit des voitures qui rouleront à 2 litres au 100, plutôt que de gaspiller comme on fait aujourd'hui. Ça permettra de laisser des réserves à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour ou contre les gaz de schiste, le débat est donc loin d'être tranché. Et si la solution pour faire avancer nos véhicules, c'était l'électricité? Sur 250 marques représentées ici au Mondial de l'Auto, pratiquement toutes ont développé un modèle électrique. Et pour sensibiliser les jeunes, il existe même une piste de kart électrique. C'est par ici qu'on s'équipe? Oula. Bon, l'avantage du kart électrique est multiple. Pas de bruit, pas de pollution, ni fumée, ni émission du CO2, et pas de stockage de carburant. C'est-à-dire un gain intéressant en termes de sécurité. Oh, je me suis fait griller par tout le monde. Il existe de plus en plus d'initiatives pour promouvoir les voitures électriques auprès du grand public. Le Tour Poitou-Charentes 2012, par exemple, vient d'aligner une trentaine de véhicules sur un parcours de 300 km. Oh, je me suis fait griller par les deux en même temps. Le gagnant du Tour Poitou-Charentes 2012 est celui qui a le mieux maîtrisé sa consommation d'énergie. Transportez-moi, y était. Attendez les gars, j'ai pas dit mon dernier mot là. 5 secondes. C'est parti. Pas un bruit. Pas une fumée d'échappement, c'est normal. Nous sommes au départ du deuxième rallye des véhicules électriques à Angoulême. Allez, c'est parti. Une compétition un peu particulière. Le principe, ce n'est pas d'aller vite, mais de réussir à parcourir plus de 150 km par jour sans ravitailler, c'est-à-dire sans recharger les batteries. 11 véhicules sont au départ, ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché de l'électrique. Pour certaines voitures, cette distance sera un défi. Parce que conduire une voiture électrique, c'est entrer dans un monde nouveau. Rien ne ressemble plus à une voiture normale qu'une voiture électrique, et pourtant, tout est différent. On appuie sur le petit bouton qui est ici, qui sert en fait juste de démarreur. Ah, il n'y a pas de clé alors? Il n'y a pas de clé. La voiture est prête, il n'y a pas de bruit. On est dans un silence absolu. La voiture est prête à avancer. Et il n'y a pas de boîte de vitesse non plus. Un seul rapport. Dans une voiture électrique, on accélère, on freine, c'est tout. Première impression au volant. Et voilà, on est parti. Le silence impressionnant du moteur. Côté autonomie, selon les voitures et le style de conduite, comptez entre 70 et 200 km environ avec une charge pleine. Mais attention, la capacité de la batterie peut diminuer sérieusement si l'on utilise tous les équipements. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je conduis un peu vite et que je mets les essuie-glaces, la radio, la clim? Est-ce que je peux encore klaxonner? Oui, on peut encore klaxonner. Il y a en plus toujours une petite batterie qui se trouve à l'avant qui permet de faire fonctionner toute l'instrumentation de bord, c'est-à-dire les essuie-glaces, les phares, l'autoradio et le GPS. Mais deux batteries à bord, cela ne donne pas plus d'autonomie, il faut donc recharger. Donc on ouvre la trappe qui se trouve ici à l'avant de la voiture et on a deux types de prises. Ça permet soit de charger à son domicile ou alors de faire l'appoint en électricité sur une borne de recharge rapide. Une demi-heure permet de recharger jusqu'à 80% de la batterie. C'est pas mal, mais tout de même un peu long pour faire le plein. Et ce n'est pas tout, encore faut-il trouver une borne de recharge rapide et il n'y en a pas partout. La majorité des bornes qu'on va trouver partout vont être des bornes de charge normale et semi-rapide, c'est-à-dire jusqu'à 22 kW qui permettent 1 heure de charge. Les bornes plus rapides, on en trouvera en général quelques-unes dans chaque grande ville. On en trouvera, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore? Aujourd'hui, il y en a. Si on prend Paris, il y en a. Si on prend Bordeaux, il y en a. Donc chaque grande ville, la plupart des grandes villes ont déjà au moins une ou deux, oui. Le problème, c'est entre les grandes villes. Alors pour rassurer les automobilistes, les industriels placent des bornes standards ou rapides, parfois gratuitement. Pour savoir où elles se situent, un site internet permet de les répertorier. L'autre solution pour ne pas tomber en panne de batterie, c'est de changer ses habitudes. Première recommandation, profitez de chaque moment où la voiture est à l'arrêt pour recharger. C'est une logique différente dans le sens où on va recharger son véhicule à l'endroit où on va se stationner.
Quand on a un véhicule essence, on va le recharger dans une station-service. Ça dure quelques minutes et c'est terminé. Quand on a un véhicule électrique, comme les recharges durent un peu plus longtemps, on va plutôt profiter du moment où le véhicule est garé pour le recharger. Utiliser une voiture électrique, cela implique donc un changement de mentalité, mais c'est encore loin d'être acquis. Mais c'est vrai que l'autonomie est quand même une sacrée limite, quoi. Voilà. Pour vous, ce serait un frein? Ah bah, c'est plus qu'un frein, pour l'instant c'est une impossibilité. En troisième voiture, ça peut s'envisager, mais en troisième voiture c'est un peu cher, quoi, voilà. Parce qu'aujourd'hui, rouler écologique, ça coûte cher. Même si un plein électrique revient 5 fois moins cher qu'un plein d'essence, il faut ajouter la location de la batterie, entre 50 et 80 € par mois. Et c'est sans compter le prix d'achat de la voiture électrique, 30% plus élevé par rapport à un modèle équivalent en essence. Rouler électrique reste donc encore un luxe, à moins de choisir un modèle plus spartiate, comme la Mia, un véhicule qui plus est 100% français, fabriqué en Poitou-Charentes. La Mia, c'est un véhicule avant tout urbain, donc c'est du petit déplacement quotidien à la campagne, du petit intercité. Je crois qu'on est perdu complètement. Il n'y a pas de GPS dans la Mia? Le GPS n'est pas intégré dans la Mia, mais il est tout à fait possible d'en mettre un. Il y a toutes les prises pour l'accepter. Est-ce qu'on a assez de recharge pour arriver au bout? Pour aller à Rochefort, maintenant, par ce beau temps, je pense qu'on va y arriver sans aucun problème. Même si on est perdu? Tous les chemins mènent à Rochefort. Et c'est tout naturellement dans une Mia que la présidente de la région Poitou-Charentes, Ségolène Royal, vient rencontrer les participants du rallye. À un moment où le prix de l'essence flambe, il est évident que la voiture électrique a un avenir, mais qu'il y a beaucoup de résistance et de réticence parce qu'il faut assurer la mutation de l'industrie automobile française. L'idéal, de toute façon, c'est qu'il y ait à terme qu'il n'y ait plus de voitures à énergie fossile, essence ou diesel. Maintenant, entre l'idéal et le réel, il faut tenir compte de la réalité des choses. Donc la vraie solution, c'est la voiture électrique. Et donc c'est l'incitation à rouler propre de façon globale. Des contraintes à dépasser, de nouvelles habitudes à prendre. La route est encore longue pour se convertir au tout électrique, mais en attendant, à Transporter Moi, nous sommes séduits et essayer une voiture électrique, c'est tout simplement vouloir l'adopter. Il n'y a pas de direction assistée sur ces trucs-là, ça fait mal au bras. Il va trop vite. Me sauve. Pardon, excusez-moi. Ding, 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 ding. J'ai pas de klaxon. Pardon, ding, 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 ding. Pendant longtemps, le problème des voitures électriques, ça a été les batteries. Ding, 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 ding. Attention, je passe. Mais aujourd'hui, d'énormes progrès ont été réalisés en matière de capacité, de poids, de volume, de durée de vie. Et du coup, EDF, première entreprise concernée par l'électricité évidemment, a profité du mondial de l'auto pour annoncer son entrée sur le marché de l'écomobilité. Et de ce pas, ou plutôt de ce roulement de roue, nous avons rendez-vous avec un responsable de l'entreprise. Vous êtes par ici? Bonjour. Excusez-moi, je suis un tout petit peu en retard. Merci. Bonjour. Merci de m'emmener. Voilà. Alors, Michel Couture, vous êtes le directeur de la mobilité électrique au sein du groupe EDF. Tout à fait. Et vous avez profité donc du mondial pour annoncer votre entrée sur le marché de l'écomobilité. Oui. Vous allez ouvrir un parc de location de voitures électriques pour la moyenne durée. Tout à fait. Moyenne durée, c'est entre 1 et 23 mois. Et via les entreprises. Vers les entreprises et les collectivités locales. Alors l'objectif, c'est de finalement convertir massivement les automobilistes à la voiture électrique en les incitant à essayer. Voilà, avant de s'engager par un choix. C'est exactement ça. Nous sommes convaincus, parce que nous utilisons des véhicules électriques depuis de nombreuses années et tout à fait régulièrement, que essayer le véhicule électrique, c'est l'adopter. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même? C'est l'accès à des bornes de recharge. Si on n'a pas un parking chez soi avec une prise électrique. C'est vrai que le véhicule électrique présente à la fois l'avantage de se recharger sans qu'on s'en occupe, c'est-à-dire on n'a pas besoin de s'arrêter à la pompe, on met la prise comme on ferme la portière, mais en même temps il faut une borne. Oui. Et les bornes n'existent pas encore de manière extrêmement répandue aujourd'hui, donc nous, notre offre comprend
pour le public qui le souhaite évidemment, l'équipement d'une borne de recharge avec la location du véhicule. Sachant qu'un véhicule a une autonomie d'environ 150 km, effectivement c'est le trajet quotidien d'un artisan, de beaucoup de commerciaux également. D'accord, donc location de voitures et de bornes. Est-ce que ça veut dire que le groupe EDF développe une nouvelle activité, un nouveau métier, ou est-ce que c'est une opération de sensibilisation ? C'est beaucoup plus un test qu'un levier de croissance pour l'entreprise. On ne sera jamais un loueur de voitures. Il y a des gens dont c'est le métier et qui le feront et qui continueront à le faire. Simplement, nous, ce que nous souhaitons, c'est initier, c'est d'être un fer de lance, c'est d'être un incubateur de nouvelles idées pour débloquer des situations. Donc le but, c'est faire essayer pour convertir l'automobiliste. C'est exactement ça, c'est de lever un frein que par expérience, nous jugeons essentiel au développement de la mobilité électrique. Et avec cela, nous souhaitons lever ce frein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, oui, ce monsieur là-bas, Gérard Felzer, c'est notre chroniqueur. Ah, très bien. Et je crois qu'il est venu ici pour chercher la voiture idéale. Depuis que l'automobile existe, on cherche la voiture idéale. Mais existe-t-elle vraiment? Oui et non. D'abord, ça dépend de la technologie du moment et aussi du type de société dans lequel on vit. Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques, mais tout a commencé par là. En 1900, 35% du parc automobile roulait en électrique. 112 ans après, on revient ici et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès depuis. L'avantage de l'électricité, c'est que 90% de son énergie qui passe à travers le moteur électrique est transformée en énergie mécanique, alors que pour le thermique, c'est uniquement 20 à 30%. Et puis, on peut placer les batteries, dont on a fait beaucoup de progrès, elles sont beaucoup plus légères, sous le plancher, ce qui libère de la place. Le seul inconvénient, c'est que l'autonomie est limitée. Cette Zoé fait 200 km, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. En attendant la batterie miracle qui nous permettrait de faire 600 km, les constructeurs ont pensé à l'hybride. L'hybride, ça veut dire un moteur thermique à l'avant et un moteur électrique à l'arrière. Mais c'est une solution bâtarde, ou du moins provisoire, car fabriquer de l'électrique à partir du thermique, les performances sont vraiment pas géniales. Émettre des particules fines avec un moteur diesel, c'est plus d'actualité. Mais ce moteur thermique, il peut faire encore des progrès considérables. De jeunes ingénieurs y travaillent. Il y a chaque année une course automobile où il s'agit de faire un maximum de kilomètres avec un seul litre d'essence. Et les écoles d'ingénieurs du monde entier s'y retrouvent, comme les SACA. Nous sommes avec des élèves ingénieurs qui ont conçu cette voiture, qui a fait combien de kilomètres? 2700 km. 2700 km. Alors comment peut-on rouler 2700 km avec seulement un litre d'essence? Tout d'abord grâce au moteur, donc avec une injection qui est quasiment au goutte à goutte. On travaille aussi sur l'aérodynamique et sur la légèreté du véhicule. 2700 km avec un litre d'essence et il y a encore plus fort avec l'hydrogène. Et au fait, comment marche une pile à combustible? Vous avez une plaque avec de l'hydrogène qui arrive et cette plaque, en général en platine, empêche les électrons de passer qui sont obligés de faire le tour. Ça produit de l'électricité, donc de la chaleur, et au contact de l'air derrière, ça produit de l'eau. Et ça marche tellement bien qu'on est capable de faire des voitures de course avec l'hydrogène. Cette Green GT va faire les prochaines 24 heures du Mans. Elle développe avec l'hydrogène plus de 500 chevaux et est capable de rouler à plus de 300 km/h. Bon alors Gérard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cède à la tentation de l'électrique? Sabine, c'est tentant, mais alors équiper 30 millions de véhicules en France en électrique, ça veut dire 18 centrales nucléaires supplémentaires. C'est plus tellement d'actualité. Bon bah alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'option? Ben, pour moi, c'est un changement de comportement, c'est-à-dire partager les voitures et aussi les transports en commun. L'arrêt du tramway est là? Et en électrique. Bon bah quand même. C'est pas le bonheur? Bah si. Ça tombe bien, on doit consacrer une émission au transport en commun bientôt. Oui. Ah oui, t'aurais pu la rajouter, oui. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Pardon. Non, c'est pas grave. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.